Always do. So we'll talk to make change happen. Et ma première question va s'adresser à Monsieur Niang. Pourquoi au XXIe siècle les filles sont toujours excisées partout dans le monde, pas seulement en Afrique mais aussi en Europe? On parle toujours de raisons religieuses, mais qu'est-ce que la religion a à voir avec ça? Merci. Il est aisé de répondre à cette question après tout ce qu'on a vu et lu le long de cette journée. L'excision n'est pas une question religieuse. Le Coran n'en fait pas une obligation. Et à l'analyse de toute la documentation qui a existé depuis la suite du Coran, le développement des hadiths, des livres qui peuvent être constitués comme le dogme des religions suivant les rites, il ressort qu'il n'y a pas de preuves authentiques vérifiées disant que c'est une obligation de lire le Coran. Donc ce n'est pas une prescription du Coran et ça ne l'a jamais été. Le Coran n'a jamais précisé une date ou une période où il fallait procéder à cet acte. C'est une pratique ancestrale, coutumière, païenne. Donc, je pense que c'est un faux débat aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la culture, de l'analyse de toutes les choses. Ce n'est pas une question religieuse. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui sont faites en Afrique, au Mali, ce qui fait qu'il y a eu une prise de conscience parmi la population, ce qui fait que la pratique de l'excision est faite maintenant clandestinement. Et donc ma question à Madame Sanogo, pourquoi est-ce que quand même les grands-mères continuent à faire mutiler leurs petites filles, dans quelque chose qu'elles ont vécu elles-mêmes? Bonsoir tout le monde. Effectivement, comme vous venez de voir le film du Mali, l'enfant chez nous appartient à la famille, à la communauté. Le père et la mère, ils conçoivent leurs enfants, c'est vrai. Mais le reste de l'éducation de l'enfant appartient à toute la famille, à tous les membres de la famille. Donc, l'enfant est excisé très souvent à l'insu des propres parents. Tu es mis devant le fait accompli. La grand-mère prend l'enfant, toi tu es au service, le père est au service. Tu reviens le soir tout bonnement, tu trouves ton enfant fiévreux. Et qu'est-ce qui se passe? La grand-mère l'a amené pour l'exciser. Donc tu conçois. Tu ne peux rien dire, c'est l'enfant de la famille. Bon, de plus en plus, comme je dis famille, parce que chez nous, il y a la grand-mère qui vit avec nous, il y a les cousins, il y a souvent la tante, c'est-à-dire la grande sœur ou la petite sœur de ton mari, dont le mari décède ou dont elle n'a pas pu se marier très tôt, sont avec nous dans la famille. Donc, tout cet arsenal de personnes qui constituent notre grande famille ont un droit sur ton propre enfant. Donc, ces femmes comme la tante, la grand-mère, peuvent faire de ton enfant ce qu'elle veut parce que c'est la coutume et c'est ce qu'on doit faire. Un point, c'est tout, tu n'as pas à manger. Oui, Monsieur Niang, il y a maintenant aussi beaucoup de superstitions qui entourent ça. Hein. Donc les raisons pourquoi on les fait, il y a la religion, mais il y a aussi d'autres croyances qui entourent ça. Comme par exemple. Tout à fait, c'est ce que je disais. À partir du moment où c'est une pratique ancestrale, coutumière, et basée, excusez-moi du terme, sur le mode de l'intoxication. Voilà, le mode de l'intoxication. Imaginez-vous, quand on dit à un homme, qu'en n'excisant pas votre femme, si elle n'est pas excisée, on n'arrivera plus à contrôler ses pulsions. Elle n'arrivera plus à contrôler ses pulsions. Vous voyez,
Imaginez un homme qui pense que sa femme va vers une attitude de débauche. Imaginez, on dit à la belle famille, cette femme, elle n'est pas pure, elle n'est pas excisée. Excusez-moi du terme, il y a le clitoris. Ce clitoris est appelé à se développer. Vous voyez, il est appelé à se développer, à gêner l'homme. Vous finirez par mourir, etc., etc. C'est un phénomène d'intoxication. Et comme je dis, un peu comme la rumeur, les traditions, elles ont la vie dure. Elles ont la vie dure. Et puis dans un milieu où 90% des personnes sont ignorantes, n'ont accès à aucune connaissance correcte. Et puis il y a le poids de la tradition. Le poids de la tradition, comme on l'a dit, le poids de la famille, et pas la famille directe, la famille au sens élargi du terme. Bon, comme je dis, heureusement que ces choses changent. Et puis, donc il faut éduquer, le mouvement est lancé. Voilà, comme vient de dire madame, il faut éduquer. Il faut éduquer. Et on l'a toujours dit, éduquer un homme, on éduque un homme, éduquer une fille, on éduque une nation. Donc tout le monde est conscient. Mais quels sont les pays qui sont le plus touchés Bon, vous voyez, il y a 3 groupes de pays. Il y a des pays où la prévalence est à plus de 92%. 97% en Égypte, par exemple. Il y a des pays où la prévalence tourne autour de 26-27%, comme au Sénégal. Donc nous avons un lot de près de 28 pays, plus de la moitié des pays africains, où le phénomène est pratiqué. L'excision est pratiquée. D'accord. Monsieur Ami, en Belgique, on pourrait maintenant croire que c'est un phénomène qui se limite à l'Afrique, mais il y a aussi des filles qui sont mutilées en Belgique. Est-ce que vous pourrez nous dire combien de femmes, de filles, d'enfants sont touchés par ça? Il y a eu une étude de prévalence il y a 2 ans qui a révélé que 6200 personnes à peu près avaient été victimes d'une mutilation génitale féminine. Toutes ces mutilations ont été pratiquées dans le pays d'origine, c'est-à-dire aucune, pour autant que nous soyons correctement informés, n'a été pratiquée sur le territoire national. Il y a d'autre part 1975 en belge, 1975 en français, petites filles ou adolescentes qui sont à risque d'être mutilées, par exemple, lors d'un séjour dans le pays d'origine, au moment des vacances ou en accompagnant leurs parents. Cette mutilation pouvant se faire alors avec l'agrément des parents ou à leur insu, comme cela a été dit. Voilà. Nous avons une législation qui vise à prévenir toute mutilation génitale féminine qui soit pratiquée sur le territoire national, mais également sur ces jeunes filles, ces enfants, lors d'un séjour dans le pays d'origine, du fait que c'est une législation spécifique qui inclut un principe d'extraterritorialité. C'est-à-dire que si l'enfant ou l'adolescente ou la jeune femme devait être mutilée dans ce pays d'origine et qu'on constate la lésion au retour, pour autant que les personnes responsables du sévice ou qui se sont rendues complices de ces sévices sont sur le territoire national, c'est-à-dire sur le territoire belge, elles sont passibles de poursuites judiciaires. Okay. On va parler un peu plus tard également, évidemment, de la législation. Mais Madame Conzimus, vous avez aussi eu affaire avec des femmes qui ont été mutilées génitalement ici au Luxembourg. Est-ce un phénomène répandu? C'est sûr que Luxembourg étant un pays très cosmopolite, nous sommes amenés à rencontrer des Africaines qui viennent de l'Afrique subsaharienne, donc notamment du Sénégal, du Mali et de Burkina Faso. Et en tant que médecin, je dois avouer que je n'avais jamais été formée à voir de telles mutilations. Ça, pour moi, a été la première fois que lorsque j'ai vu une femme africaine avec une infibulation,
je suis presque tombée dans les pommes, pensant avoir affaire à une malformation affreuse. Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer ce qu'est une infibulation? Oui, donc il y a différents degrés de mutilation. On peut se limiter à inciser ou bien enlever le clitoris. On peut, dans un deuxième temps, enlever le clitoris et les petites lèvres. Et la pire des interventions, qu'on appelle l'infibulation, ou l'excision pharaonique, consiste à enlever non seulement le clitoris et les petites lèvres, mais également les grandes lèvres, et à ne laisser finalement à la fin qu'une toute petite ouverture où le sang peut encore à peine s'écouler. Et ça, c'est une forme de mutilation qui était vraiment extrême et choquante, et qui, je pense, pour les femmes qui ont vécu ça, doit être un traumatisme effrayant. Nous n'avons pas beaucoup de ces formes-là, heureusement, ici à Luxembourg. Les formes que j'ai vues sont plutôt les formes légères, mais c'est une souffrance quand même à tous les niveaux, aussi bien au point de vue médical, parce que c'est lié à énormément de complications. Je ne sais pas s'il faut toutes les énumérer. Le docteur Touré en a déjà parlé un petit peu, mais ça commence avec le décès de l'enfant suite à des hémorragies ou des infections graves qui vont de la septicémie jusqu'au sida ou bien au tétanos et à la gangrène. Donc beaucoup de petites filles meurent déjà d'hémorragie ou d'infection, et celles qui survivent auront des séquelles qui sont souvent très très graves, des infections récidivantes pouvant même mener à la stérilité, des cicatrices extrêmement douloureuses, avec des douleurs lors des rapports sexuels, mais également des douleurs à la miction. Ça peut conduire à des troubles pendant l'accouchement, comme le docteur Touré l'a montré. C'est vraiment une chose inutile et qui entraîne de telles souffrances que je pense vraiment qu'il faut combattre ça à tout prix. J'ai parlé avec le service de l'immigration. Nous avons ici au Luxembourg 1618 immigrés qui viennent de pays où l'excision est une tradition. Donc, juste pour situer voir un peu le nombre de personnes qui sont touchées ici au Luxembourg. Maintenant, vous venez de parler des séquelles au niveau physique, mais Monsieur Ami, il y a évidemment aussi des séquelles au niveau psychologique et au niveau sexuel. Est-ce que vous pouvez nous en parler?